commencer parce que Mathieu est assez pressé ce soir. Non, non. Je préviens tout de suite pour que les échanges soient brefs après. Donc je suis très heureux d'accueillir ce soir Mathieu Laine. Mathieu Laine fait partie de la jeune génération, la jeune garde libérale en France. Je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, on l'a lu dans l'Express, dans Le Point, dans Les Échos régulièrement, on l'a lu dans le Figaro magazine, on l'a vu chez Tadei à la radio, on l'entend régulièrement. On a lu ses livres, je pense que pas mal d'entre vous ont déjà lu La Grande Nurserie par exemple. Mathieu est également éditeur d'une série qui s'appelle Réponse fausse. Idée fausse, vraie réponse. Ouais. Idée fausse, vraie réponse. Cécile Philippe a publié un numéro sur l'environnement. Toi-même, tu as publié le premier numéro. Bref, une profusion d'idées, de diffusion intelligente et percutante des idées libérales. Ce soir, il est là pour nous présenter sa dernière œuvre, qui est un gros travail qui s'appelle le Dictionnaire du libéralisme et qui est publié chez Larousse, un éditeur de référence dans le sujet le plus objectif, le plus neutre possible. Mathieu, parle-nous de ton dictionnaire. Merci infiniment. Merci d'être là malgré la pluie. Et merci à toi Aurélien de ton invitation plus qu'amicale. Et tu sais combien je suis admiratif de tout ce que tu fais. Et je crois que tout à l'heure on pourra parler de ça justement, de quelle tactique, quelle stratégie mettre en œuvre pour que ces idées puissent un jour ou l'autre, je vais dire, convaincre un peu plus nos dirigeants politiques, ce serait déjà pas mal. Alors l'idée du dictionnaire, eh bien, elle est venue de Larousse d'abord, puisque c'est Larousse qui est venu me voir pour me proposer de le faire. Donc je ne pouvais pas dire non, parce que j'avais très peur qu'un dictionnaire du libéralisme soit rédigé par un anti-libéral. Et je me suis dit, autant qu'il soit rédigé par un libéral. J'étais d'ailleurs sensible à la ligne éditoriale de Larousse, a posteriori, mais je ne suis pas certain qu'il s'en soit totalement rendu compte. Mais puisque le dictionnaire du communisme a été rédigé par Stéphane Courtois, qui est un anticommuniste, et le dictionnaire du libéralisme a été rédigé, en tout cas piloté par un libéral. Je trouvais que la ligne était pas mal quand même. Quand on m'a confié ce projet, c'était il y a 4 ans, je me suis dit, voilà une belle opportunité de proposer à qui veut savoir véritablement ce qu'est le libéralisme, de découvrir non pas un ensemble monolithique, évidemment de dépasser les idées reçues, mais surtout de montrer la variété de cette pensée. Donc moi je suis plutôt un libéral hayekien, pour la faire courte, on pourra en parler après. Mais moi j'ai voulu aller beaucoup plus largement, c'est-à-dire que j'ai voulu qu'on traite du socialisme libéral jusqu'à l'anarcho-capitalisme, en passant par ces différentes déclinaisons, qui évidemment ne s'étalent pas sur un axe droite-gauche, mais bien plus sur un axe confiance dans l'État, confiance dans l'individu. Et j'ai souhaité rassembler et fédérer dans cet ouvrage, qui est évidemment un ouvrage collectif, 65 auteurs qui, là aussi il y a une variété, sont économistes, bien sûr, mais bien au-delà des idées reçues. Donc il y a évidemment des juristes, des philosophes, des sociologues, des psys et des historiens. Il y a même un psychiatre. Mais un psychiatre énarque, c'est intéressant. On en parlera. Vous êtes sûr que ça marche ça? Non mais vous m'entendez très bien, je suis sûr, non? Ouais, pas de problème. Je serai plus à l'aise. Hein. Et pour vous, ça va? Ouais. Mais vous me demandez, je parle plus fort, il n'y a aucun souci. Et donc l'idée, c'est d'entrée de jeu dans la ligne éditoriale, de montrer la variété de la pensée libérale, par la variété de ses auteurs et par la variété des différentes entrées des différentes écoles libérales. Par la variété enfin des thèmes, bien entendu. Donc là encore, nous avons traité le profit, nous avons traité le capital, mais nous avons été évidemment bien au-delà. Et nous avons traité l'éducation, nous avons traité la laïcité, nous avons traité jusqu'à même le libertinisme, parce qu'on se demandait s'il y avait des liens ou pas. Donc c'était intéressant, c'est une entrée extrêmement philosophique. Et il n'y a pas d'image, donc je suis confus pour ceux qui commençaient à vouloir l'acheter juste pour cette entrée. Et puis, nous avons évidemment traité tous les grands auteurs, en tout cas une grande partie, parce que c'est toujours difficile de sélectionner. Comment? T'as oublié Spooner? Oh, mais on en parle de Spooner, ne t'inquiète pas. Il y a un travail considérable et c'est toujours très difficile d'ailleurs de boucler tout ça parce que nous avions un nombre de signes limité et ce nombre de signes a été atteint au nombre de signes près. Donc on a vraiment, c'était complexe. Mais l'idée, c'est évidemment de traiter la majorité des grands auteurs. Voilà pour la présentation d'ensemble. Et il y a un index à la fin. Je n'imaginais pas combien un index, c'était du temps de travail. J'ai passé des jours à faire cet index, mais parce que c'est très compliqué d'aller chercher partout. Mais c'était assez amusant.
Le dictionnaire, par ailleurs, est introduit débute par une introduction d'une trentaine de pages que j'ai rédigée avec Jean-Philippe Feldman, que vous connaissez sans doute, qui est mon grand complice à Sciences Po, parce qu'on a créé un séminaire, j'ai créé un séminaire avant qu'il arrive, d'introduction à la pensée libérale à Sciences Po. Pour l'anecdote, parce qu'il est parti il n'y a pas si longtemps, j'avais vu Richard Descoings et je lui avais demandé s'il était favorable à la parité. Il m'avait dit oui. Je lui avais dit bah, écoute, il y a une conférence d'introduction à la pensée marxiste. Est-ce que tu es d'accord pour que je fasse la conférence d'introduction à la pensée libérale? Il m'a dit oui, j'avais trouvé que cet homme était formidable. Et en tout cas, sur ce point, il l'était vraiment. Donc j'avais créé ce séminaire avec Yorick de Montbine, qui ensuite est parti, pour ceux qui le connaissent, mais il va bientôt revenir à Paris. Et je l'ai repris avec Jean-Philippe Feldman, qui est professeur de droit, et avec qui nous avons rédigé cette introduction. Et l'idée de cette introduction, c'est de pouvoir, alors que l'ouvrage est quand même, parce que c'est le principe d'un dictionnaire assez volumineux, et bien d'avoir en 15 pages une introduction qui va vous présenter une réponse aux grandes idées reçues. Donc on y répond à l'idée que est-ce que le libéralisme est un produit d'importation? Évidemment, en gros, est-ce qu'il est français ou anglo-saxon, américain? Voilà. On parlera de la couverture dans 2 minutes. Est-ce que c'est un économisme? Est-ce que c'est un anarchisme sauvage? Est-ce que c'est ce fameux laisser-faire immoral? Est-ce que c'est une doctrine de droite? Et est-ce que c'est un nouveau totalitarisme où on répond à l'idée reçue que ce serait la tyrannie des marchés? Et puis une deuxième partie de l'introduction, 15 pages encore. Là aussi, on a essayé d'être le plus fouillé possible, mais quand même pédagogique, qui vient dresser les temps forts du libéralisme, depuis les paléolibéraux jusqu'au temps contemporain, et même à l'avenir du libéralisme, on essaie de tracer la voie de cette pensée. Ce qui m'a plu, moi, dans ce travail, c'est que, d'abord, intellectuellement, c'était absolument fascinant. Travailler avec 65 auteurs, c'est un vrai travail complexe, mais très agréable. Et surtout, j'ai demandé, je voulais le préciser en termes méthodologiques, parce que l'idée c'est de présenter le dictionnaire. Quand on présente son propre livre qu'on a écrit avec sa thèse, c'est plus facile, parce que là on a plein de choses à raconter. Là je vous raconte un peu la genèse de ce livre. J'ai demandé à chaque auteur, qui évidemment porte sa propre parole, donc un auteur libéral autrichien par exemple, ou hayekien pour être plus clair, sur la concurrence, va vouloir venir expliquer combien eh bien, la concurrence apparaît en tout cas dès lors qu'il y a libre entrée sur le marché. Et on n'a pas besoin d'aller attendre ces fameuses 5 conditions de la concurrence pure et parfaite qui sont un mythe parfaitement dénoncé par ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de libéraux bien calés, donc je ne suis pas obligé de rentrer dans tous les détails. Et bien là, j'ai demandé, pour ne prendre que cet exemple à Pascal Salin, de traiter cela, mais dans la première partie, de bien rappeler ce que on peut considérer comme des libéraux classiques pensent, et donc qu'est-ce qu'est cette concurrence pure et parfaite qui inspire les autorités de régulation et qui inspire notre droit. Ce qui permet comme ça, dans une même entrée, d'avoir les différentes approches de la pensée libérale, pour qu'on soit en réalité le plus objectif possible dans la manière de décrire chacun des concepts, et qu'ensuite le lecteur curieux puisse en faire son miel et se positionner de la manière qui lui paraît être la plus pertinente. Je crois que j'en ai... Oh oui, alors, la couverture, moi, m'a totalement déçu, mais il faut dire que Larousse, je ne veux pas trop critiquer l'éditeur, parce que c'était quand même très gentil, mais Larousse, c'est une maison qui doit vivre sur des rentes, parce que, en termes de service de presse, c'était un peu complexe, même si la dame est très gentille. Et sur la couverture, je n'ai eu le choix qu'entre la Statue de la Liberté et la première version qui était une rue, la nuit, des arbres morts, un building, quelques lumières allumées, des gens qui travaillaient la nuit, avec un parking un peu sombre et un peu glauque. Je me suis dit, bon, c'est pas tout à fait la vision que je voulais en donner. Il n'avait pas lu, pas encore. Mais non, mais bon. Mais la Statue de la Liberté, que j'adore évidemment, parce que quand même, et les États-Unis, qui voilà, ne me déplaisent pas, mais évidemment, on rentre dans une caricature d'entrée de jeu. Alors même que ce livre, on va y venir, mais a pour vocation à montrer combien le libéralisme est né en France. Et il a pu rayonner ensuite à travers le monde. Comment? Mais la Statue de la Liberté aussi, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Mais cependant, les gens n'y pensent pas forcément. Et l'anti-américanisme local est quand même un peu violent. Mais on m'a dit, il vaut mieux être dans l'idée reçue pour montrer que donc... Parce que moi, je préférais... En même temps, c'est pas si évident d'illustrer le libéralisme, pour être franc, en dehors de ces grands symboles.
Enfin, c'est mieux ça que les salles de marché, disons. J'en sais quelque chose. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon. À partir de là, de quoi voulez-vous qu'on parle? Moi, j'ai plein de façons de l'aborder. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est à un moment, alors même que nous sortons d'une campagne électorale présidentielle, pour ne parler que de celle-là, au sein de laquelle j'ai écrit un peu là-dessus, donc pardon, je ne vais pas me répéter, mais l'antilibéralisme était le point commun, le seul point commun de l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, alors même que finalement notre objectif doit être non pas que la droite ou la gauche gagne, mais que nos idées progressent au sein même de chacun de ces pôles. Peut-être qu'on peut réfléchir ensemble, mais c'est plus, moi je suis beaucoup plus dans l'échange et avec plaisir pour discuter sur tout sujet d'ailleurs, mais à comment on peut évoluer. Alors, je peux commencer de cette manière, mais il me semble que vraiment l'axe que j'évoquais tout à l'heure ne doit plus être droite-gauche, mais confiance dans l'État, confiance dans l'individu, que ce qui se passe autour de nous va d'ailleurs dans ce sens, que quand on regarde ce qui se passe sur le débat du Big Society en Angleterre, on voit bien que l'ensemble de la classe, ou la quasi-intégralité de la classe politique anglaise a compris qu'il fallait dégonfler l'État et que pour les services, disons, sociaux, eh bien, il fallait faire confiance à des fondations, nous dira la gauche, à du privé mis en concurrence, nous dira la droite. Mais on voit bien qu'il y a une espèce de mainstream dans le sens positif du terme qui s'est installé. Alors on va me dire encore c'est l'Angleterre, mais dans ces pays-là et qu'ils ont compris cela. J'arrive vite à la France. Mais en même temps, quand j'ai vu les premiers pas de Romano Prodi, la suite m'a un peu moins plu, mais quand j'ai vu les premiers pas de Romano Prodi, j'étais quand même heureux de voir qu'un certain nombre de nos idées passaient. Et il n'y a quand même pas plus latin que les Italiens. Et quand on venait me répondre que ton truc, ça marche bien, mais enfin que dans les pays anglo-saxons, ça me permettait quand même d'ouvrir un peu. On voit aussi dans ce livre combien, encore une fois, ce libéralisme, en tout cas au XVIIIe et au XIXe siècle, il a été positionné à gauche. On sait pourquoi, évidemment, je ne vais pas vous le redire ici, mais en tout cas, on voit bien que le libéralisme peut être défini comme la protection de la plus petite des minorités, l'individu, et qu'il est là, et que c'est une pensée qui entend protéger l'homme contre tous les pouvoirs, donc, y compris privés, donc, tous les pouvoirs qui viendraient abuser. Il y a même des grands libéraux politiques qui arrivent, je suis ému. Et que ce libéralisme, il est aussi, c'est un des éléments que j'essaie de diffuser beaucoup, donc je pense que l'idée c'est aussi de voir comment on peut reprendre des éléments de langage pour les diffuser de plus en plus, mais l'idée c'est de bien montrer que c'est une idéologie, et une idéologie c'est plutôt joli d'ailleurs, parce qu'il y a la racine idée dans le mot idéologie, mais que les idéologies qu'on a rejetées, et à raison, les idéologies du XXe siècle meurtrières, qui s'en est bien avant, du nazisme au communisme, avaient pour ambition de changer l'homme. L'idéologie qui est sous-jacente à l'État-providence aussi, et à la social-démocratie aussi, l'idéologie libérale, elle aspire à le respecter, ce qui est quand même une valeur profonde et positive. Et si l'on peut s'étonner parfois que cette pensée soit à ce point galvaudée, voire détestée, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui dépendent de l'État, ça je pense. Donc quand on a 56% de dépenses publiques du PIB, ben, ça fait un certain nombre de rentiers du système qui effectivement n'ont pas forcément vocation ou intérêt à ce que cela change. Mais on peut aussi considérer qu'il y a peut-être un peu trop de gens qui, se croyant mauvais, voudraient que d'autres leur imposent des normes pour qu'ils deviennent bons, alors qu'en réalité, le libéral n'est pas pour dire que tout le monde est bon, ça n'aurait aucun sens. Il vient dire que nous sommes à la fois bons et mauvais, mais que quand on laisse faire les individus dans un système profondément moral, parce qu'installé sur des valeurs de liberté, de responsabilité et de propriété, il y a ce que Hayek appelait un ordre spontané qui naît, qui apparaît, et cet ordre spontané, à mon sens, quelque chose de très peu connu, très peu traité, très peu entendu, alors même que l'ordre naturel, cet ordre qui anticipait, voulait revenir à l'état de nature et qui est à l'origine intellectuelle de la droite, et que l'ordre artificiel, qui est l'idée que parce que
on a gagné des élections, on sait mieux que les autres ce qui est bon pour eux, et donc on va pouvoir leur imposer des choses et des choix et des comportements pour les faire changer au mieux, on montrait leurs faiblesses, il serait peut-être temps, à un moment ou à un autre, de mettre en œuvre cette fameuse ordre spontané auquel un certain nombre d'entre nous croyons. Mais ce n'est pas une croyance religieuse, c'est important de le rappeler ça. Il y a une vraie croyance dans l'homme, mais pas au sens où c'est un surhomme, ou encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, un homme parfait. On considère qu'en regardant l'homme évoluer, dès lors qu'on respecte ses valeurs de liberté, de responsabilité et de propriété, il y a effectivement, encore une fois, un ordre qui se crée et qui est bien plus efficient que l'ordre qu'on aurait pu anticiper à quelques-uns et imposer aux autres. Hayek l'expliquait assez bien d'ailleurs, comment quelques personnes, par la magie de l'élection, auraient la capacité de comprendre l'infinie subtilité de nos âmes et de nos ambitions, alors même que nous-mêmes, nous ne sommes pas forcément capables de les maîtriser. À partir de là, peut-être qu'on peut ouvrir une discussion sur soit ce qu'est le libéralisme, soit sur les concepts qui sont à l'intérieur de ce livre, soit peut-être sur la situation actuelle et ce qu'on pourrait en faire. Quelques petits mots. Moi, j'étais, sur ce dernier point, j'étais très ému de la disparition d'Olivier Ferrand parce que c'était devenu un vrai ami, on se voyait beaucoup et en fait, pour l'anecdote, les médias nous ont pas mal affrontés à un moment et quand même de temps en temps, assez souvent d'ailleurs, on était assez d'accord, donc on éclatait de rire. Par exemple, Olivier Ferrand, il expliquait que le système d'État-providence est totalement défaillant puisqu'il n'aide pas les gens qui en ont véritablement besoin et que la pauvreté progresse. Et moi je disais, mais c'est tout à fait un constat des libéraux. Et il considérait que l'État-providence aidait les insiders et pas les outsiders. Et que, moi j'expliquais que, bah oui, c'est exactement ce qu'ont décrit les économistes du public choice. Ils ont bien montré que les hommes politiques avaient face à eux un marché, une clientèle, et qu'ils recherchaient cette clientèle, et que, en le faisant, eh bien, ils choisissaient au-delà même de leurs idéologies, si tant est qu'ils avaient des idées. Et donc on voit bien qu'on a un certain nombre de grands principes, mais qui ne sont pas mis en œuvre au service des gens qui en auraient véritablement besoin. Et à part les anarcho-capitalistes et certains libertariens, qui sont très intéressants à étudier, que moi ça me fascine, moi j'adore mettre 25 étudiants de Sciences Po devant un texte de Rothbard, c'est totalement fascinant à regarder. Éventuellement la différence, j'ai jamais compris. Comment la différence entre libertarien et anarcho-capitaliste. Alors elle est assez ténue, mais c'est vrai ça dépend vraiment des auteurs, mais l'anarcho-capitalisme, d'après ce que disent un certain nombre d'entre eux, parce que moi j'étais dans le même état que toi, il n'y a vraiment pas du tout d'État, alors que les libertariens, on peut vraiment y intégrer les minarchistes. Donc c'est quelque chose, un certain nombre de personnes considèrent que dans le libertarien, il y a anarcho-capitaliste et minarchiste, et d'autres considèrent que les libertariens ne sont absolument pas anarcho-capitalistes. En gros, les anarcho-capitalistes viennent dire aux libertariens, vous n'êtes pas comme nous, donc vous êtes des libertariens. J'ai vu aux États-Unis, il y a un mouvement de left libertarians, enfin, en tout cas une page Facebook, qui se définissent comme des libertariens, mais qui étendent leur minarchisme à l'éducation et à la santé. Intéressant. Donc quand on peut avoir des libertariens comme ça, bien sûr. Mais encore une fois, une des meilleures réponses par le haut aux idées reçues qu'on entend, enfin le renard dans le poulailler, etc., parce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est de dire, mais attendez, il y a une telle variété dans cette pensée, alors avec un socle commun, hein, mais il y a une telle variété dans cette pensée qu'on ne peut pas la résumer en une formule, c'est impossible. Bon. Alors, c'est vrai que ça doit faire 700 pages, c'est un peu trop pour répondre aux 34 pages de Stéphane Hessel, mais c'est pas l'objectif. L'idée, c'est de, peut-être les 15 premières pages à la limite, mais l'idée, c'était véritablement de faire une somme, ça n'existait pas, il n'y avait pas de dictionnaire du libéralisme, ça n'existe d'ailleurs pas à l'étranger non plus, ce qui m'a vraiment surpris, ou peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, mais si quand même. Donc il y a un dictionnaire du libertarianisme, mais pas un dictionnaire du libéralisme, et d'ailleurs il doit être traduit dans beaucoup de langues, là j'y travaille beaucoup, ce qui est très agréable, parce que les Français, on peut être libéral et patriote, hein, c'est pas incompatible, les Français, il y a quelques étrangers d'ailleurs là-dedans, mais si les Français en grande partie sont à l'origine d'un dictionnaire traduit comme cela devrait l'être en arabe, en chinois, etc., moi je suis enchanté. Donc, voilà, ça fait partie comment dirais-je, c'est un travail de fond, un travail absolument fantastique à faire. C'est la première et dernière fois de ma vie que je lis un dictionnaire du début à la fin 4 fois, même une fois je ne le ferai plus, mais on apprend immensément
Et puis au sortir de ça, je me suis dit, ouais, je suis vraiment libéral, ce qui m'a plutôt... voilà, j'étais pas inquiet, mais j'ai vraiment appris énormément et j'ai encore à apprendre parce qu'en le relisant, on voit bien ça. Un des autres avantages, je trouve, de la formule du dictionnaire, c'est que on peut picorer dans un dictionnaire, donc on peut aller comme ça piocher. Je reviens à Olivier Ferrand. Je trouve que, encore une fois, ce garçon, on s'est vraiment affronté humainement, il était fantastique, c'était vraiment devenu quelqu'un de formidable. Mais il était effectivement fondamentalement socialiste, mais il avait envie de déringardiser son parti. Il s'assumait comme... Mais il s'assumait socialiste, il disait progressiste, mais il s'assumait pas. Il était au Parti socialiste et il a porté ses couleurs. Mais il avait véritablement envie, comme nous, je pense, de déringardiser la classe politique et il s'était notamment occupé de son camp. Et quand on voit Terra Nova, créé en 2008, et tout ce que ça a pu faire en 4 ans, et l'influence que ça a pu avoir, je trouve que c'est une très très belle leçon. Et d'ailleurs, on s'est retrouvés à l'enterrement avec Alain Madelin, et on pleurait tous les deux. Parce que ça fait partie, quand on est libéral, on aime le débat d'idées, on aime la confrontation des idées contraires. On n'est pas du tout comme certains voudraient nous caricaturer, enfermés dans une cabine téléphonique entre nous à vouloir être le chef, parce que peut-être qu'il fut un temps c'était le cas, maintenant, à mon sens, je le souhaite en tout cas, ce n'est vraiment plus le cas, en tout cas c'est pas mon approche. Moi je souhaite vraiment qu'on puisse utiliser cet ouvrage comme source pour vous enrichir, pour vous nourrir, comme ça a pu me nourrir moi-même, pour être le plus efficace possible dans la conviction. Mais surtout, je pense, je vois Aurélien, il y a plein de gens ici, plein d'Aurélien d'ailleurs, mais oui. Il faut, voilà, moi je serais infiniment heureux de réfléchir avec vous à ce que l'on peut faire concrètement pour que cette pensée libérale puisse progresser dans le camp de gauche comme dans le camp de droite, bref, dans la vie politique. Et il me semble que c'est d'autant plus facile depuis que François Hollande est au pouvoir. Voilà. Ça vous va si on commence comme ça? Pourquoi c'est plus facile depuis que l'on est au pouvoir? C'est plus facile pour plusieurs raisons. La première, c'est que là, bon, on rentre vraiment dans un schéma purement français, mais c'est intéressant, et politique, c'est pourtant pas ma spécialité, mais pendant longtemps, on le sait, et on en a souffert, Nicolas Sarkozy a été comparé à un libéral. Et libéral, même libéral atlantiste, enfin, tout ça a été un peu mêlé. Et alors qu'il y a encore la caméra, donc il faut que je le rappelle à toute personne qui l'entend, parce qu'il n'y a pas pire interventionniste que Nicolas Sarkozy. Donc, je pense que c'était compliqué d'aller porter cette pensée, c'était sans doute plus compliqué en tous les cas, alors même qu'il y avait quand même, il y a tellement d'idées reçues sur le libéralisme, tellement l'idée que ce sont uniquement les grands patrons, la finance, etc. Et comme Nicolas Sarkozy l'incarnait, et incarnait cette famille un peu étrange des grands patrons avec lui, et ils étaient quasiment tous témoins de mariage ou parrains des enfants, que le contexte était complexe. Et puis, je pense que finalement, il y a le fait que François Hollande soit confronté aujourd'hui à un choc d'une telle réalité, finalement, je suis très optimiste de nature, mais je me dis qu'après le champ du signe potentiel d'une augmentation, hélas, maximale des impôts, parce qu'il n'a pas compris comment ça fonctionnait, peut-être qu'il fera des réformes beaucoup plus libérales que la droite. En tous les cas, c'est à ça qu'il faut travailler, puisqu'il est là pendant 5 ans. Donc c'est à ça qu'il faut travailler. Non mais peut-être, en tout cas c'est à ça qu'il faut travailler. Et deuxièmement, je pense que comme on a une droite qui s'est pris un mur, alors même que, enfin moi je pense que les 53% des Français de 2007 sont encore là, donc la volonté de rupture elle est encore là. On a quand même un bon travail de pédagogie encore à faire sur la crise et ses origines, mais cette volonté de changer les choses, elle existe. Et s'il a échoué, c'est précisément parce qu'il n'a pas traité cela, il n'a pas fait la rupture qu'il avait annoncée. Eh bien, il faut qu'on travaille également avec la droite. Toute personne qui veut nous écouter, moi je suis évidemment ouvert à toutes les... Enfin, je rencontre un certain nombre d'ailleurs, mais... pour que le constat ne parte pas dans les deux mauvais sens que l'on perçoit aujourd'hui. Nous avons échoué parce que nous n'étions pas assez à droite. Là, c'est quand même un peu fort. Et nous avons échoué parce que nous n'avons pas été assez sociaux, si je puis dire, mais dans le mauvais sens du terme. Et je pense qu'il y a un vrai challenge pour nous tous à essayer de les convaincre, et de convaincre par la base comme par le haut, que s'ils ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la rupture et qu'ils ont oublié leur clientèle électorale, parce qu'il faut leur parler tactique. Et moi,
pour le coup, je parlais à un certain nombre d'entre eux à l'époque, en disant je ne connais pas de business dans lequel on a une clientèle et on se détourne de sa clientèle pour aller en trouver une autre. Je ne comprends pas. Mais qu'il y a un vrai discours libéral de droite, ça pourrait être un discours libéral qui vient expliquer comment on peut relancer une société avec des bonnes incitations au soutien des entrepreneurs, au soutien de la croissance évidemment, parce qu'ils sont tous à l'invoquer et à faire des incantations, mais n'ont pas bien regardé ailleurs comment ça marchait manifestement. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un papier avec Frédéric Sauté dans Les Échos il n'y a pas si longtemps, où nous nous étonnions du G8, de ces 8 grands pays qui donnent des leçons au monde entier alors qu'ils sont tous malades. Et nous avons proposé un G8 ou un G16 dans lequel nous listions un certain nombre de pays qui sont mis en avant dans l'Index of Economic Freedom, y compris des grands pays, hein, et dans lequel on avait même fini par mettre l'Allemagne. Et dont les points communs, en gros, étaient à la fois plus de liberté, bien sûr, un droit du travail plus flexible, une fiscalité pas trop pénalisante et une capacité à mettre en œuvre des réformes vite et à les faire vraiment. Et donc tout ça, ça devrait être au cœur d'une réflexion de la droite. Oui, bien sûr qu'il y avait la Suède dedans. L'exemple en Europe. Bien sûr. C'est pour ça. Et donc, les libéraux, la chance des libéraux, c'est qu'ils ne sont reconnus ni à droite ni à gauche, donc nous pouvons parler à la droite et à la gauche. Et donc nous avons la... en tout cas, pour ma part, c'est ce que je fais. Et même les entrées à l'Élysée sont plus faciles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient auparavant. Et c'est certain. Donc on est dans un... Alors, que les gens de droite et qui s'estiment de droite, et avec tout le respect que j'ai pour ça, le fassent dans leur camp, que les gens de gauche qui s'estiment de gauche, et avec tout le respect que j'ai pour ça, le fassent également, mais avec des idées libérales pour déringardiser chacun des camps. Pourquoi je dis déringardiser? Parce que mettre ces deux camps à l'heure du monde, ça doit être, à mon sens, notre objectif commun. Ce que je voudrais ajouter là, c'est que mon sentiment de libéral, je disais ça parce que comme on est plus nombreux, il y a peut-être certaines personnes qui entendent mal au fond de la salle, mon sentiment c'est que les idées libérales ont connu une résurgence au début des années 2000. Il y a un héros qui veut rester inconnu, mais qu'on va quand même citer, Fabrice Ribet, qui a lancé un forum libertarien pur qui s'appelle libéraux.org. C'est un forum de castagne permanente, il faut le dire. Les gens qui ne sont pas habitués, qui débarquent sur ce forum, sont assez effrayés. Mais ce forum a relancé toute la pensée auprès d'une nouvelle génération. Et beaucoup de jeunes libéraux dont je fais partie ont découvert cette pensée sur ce forum, qui a incité à aller lire des auteurs, qui avait un site qui s'appelle Catalaxia à côté, qui décortiquait des textes. Et donc, Fabrice, qui a travaillé jour et nuit à mettre en ligne des textes, à animer un débat, toujours en retrait, vous ne pouvez pas l'entendre, allez sur internet, tapez son nom, vous ne le trouverez pas. C'est lui qui a vraiment lancé le mouvement. Liberté Chérie est devenu libéral, il a commencé ses actions sous l'influence de ce Fabrice Ribet, qui est haut fonctionnaire. Il y a beaucoup de libéraux qui sont hauts fonctionnaires, c'est leur péché. Oui. Bon, mais c'est pas grave. Mais il y a des énarques très bien qui sont libéraux. Comme les banquiers, ils sortent des mêmes écoles. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant 10 ans, on a eu une renaissance de ce courant de pensée en France, chez des jeunes assez radicaux, et qu'on commence depuis peut-être un an ou deux à atteindre un niveau de maturité. Parce qu'on a des auteurs et des jeunes penseurs qui ont produit une qualité de travail concrète, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la grande théorie très éthérée, qui est nécessaire, mais on arrive à palper une vision de la liberté dans la réalité française qu'on subit tous les jours. Il y a des organisations qui commencent à avoir une stabilité. L'Institut Molinari fait un très bon travail, il y en a bien d'autres. Donc cette maturité, elle exige de nous aussi un travail de remise en question et d'acceptation des règles du jeu. On est dans un pays avec 65 millions d'habitants, avec des règles du jeu dans le domaine politique, de financement public, de verrouillage, de non proportionnel, etc. Dans le monde associatif, il y a des règles du jeu, dans le monde des médias, il y a des règles du jeu. Et maintenant qu'on a acquis cette maturité, il faut qu'on accepte ces règles du jeu et qu'on joue avec. Et les refuser, ça nous coupe de toute une population et de tout un public qui n'est pas forcément hostile à ce qu'on dit, parce que le mot libéral, effectivement, fait peur à beaucoup de gens, mais finalement, quand on discute avec ces gens-là calmement autour d'une table et surtout avec un bon verre, on se rend compte que des idées, on est assez proches. Ceux qui craignent le libéralisme sont tout à fait ouverts aux propositions libérales et au courant libéral. Donc derrière l'étiquette, ce qu'il faut, c'est rentrer dans ce jeu de la communication, dans ce jeu des rapports de force politiques, dans ce jeu du monde associatif, dans ce monde de la communication vraiment permanente, des réseaux sociaux, des blogs, des sites, des livres, et faire passer des idées
selon sa sensibilité, en ne se reniant pas évidemment, en acceptant le débat, mais sans avoir cette immaturité qu'on a connue au début de sécession permanente, de remise de clivage entre les uns et les autres, on ne se parle plus. Il faut accepter nos différences et travailler d'une manière coordonnée. Et je crois qu'aujourd'hui on en est prêt, et c'est peut-être ce qui fait notre force, surtout qu'on arrive dans une crise financière qui est quand même historique, qui n'a pas démarré. Alors on parle de crise, pas de crise, ensuite c'est un débat, mais non seulement Hollande est là, et c'est vrai qu'on a une gauche qui a tous les pouvoirs, donc il n'y a plus personne à droite qui a les manettes, ce qui n'est pas si mal pour la droite, ça fait un ménage. Et puis ensuite, on a une crise qui se profile là, et on voit bien que les premières réponses de Hollande ne correspondent pas du tout à de la crise. Donc voilà, on a un vrai espace, on a cette maturité, on a beaucoup de jeunes, on a un réseau national et même international. Gaspard Koenig, qui ne peut pas être là ce soir parce qu'il est à Londres, a fait une très belle campagne à Londres aux législatives et il s'est fait entendre jusqu'en France où on en a parlé. Donc on voit bien que le réseau libéral nouveau, jeune, décapant, un peu impertinent, se fait entendre. Et Mathieu est un des premiers à se faire entendre vraiment dans les grands médias, avec sa neutralité, avec son recul. Alors il y a des plus anciens, il y a Philippe Manière qui est très, très étonnant et très décapant, qui lui appelle plutôt à basculer vers la gauche. En même temps, bon, il y a un côté iconoclaste, le débat reste ouvert. Moi je ne crois pas encore à la maturité de la gauche pour accepter ça. Pas encore, merci. Mais il faut des poissons pilotes, il faut de tout. Je pense que Philippe Ferrand fait un travail étonnant et que même si c'était pas très libéral, il y avait des idées très percutantes dedans. Donc voilà, tout est ouvert, mais il faut accepter les règles du jeu, il faut les comprendre, il faut les admettre et ensuite il faut jouer avec. Voilà, c'est tout puisqu'on défend le marché, acceptons aussi que le marché des idées c'est un marché comme les autres et que si on refuse les règles de ce marché, c'est pas la peine de faire la leçon sur les marchés en général. Je suis d'accord. Je suis d'autant plus d'accord qu'il faut absolument sortir d'une forme d'autisme et même d'aigreur d'un certain nombre de libéraux qu'on a pu croiser et qui sont un peu aigris parfois parce qu'ils se disent entre eux combien on est intelligent et on ne comprend pas pourquoi les autres n'entendent pas nos idées. Ben non, mais c'est pas possible ça. Donc il faut nous-mêmes être chacun d'entre nous ici, porter véritablement cette parole, travailler. Moi je crois beaucoup aux vertus du travail, enfin, ça fait partie de notre discours, donc il faut que nous travaillions sur la bataille des idées. Et il y avait une bonne leçon d'ailleurs avant l'arrivée de Thatcher, et vous devez connaître ça par cœur. Vous savez combien le terrain avait été préparé par un certain nombre d'intellectuels à l'Institute of Economic Affairs et que cette leçon avait été incarnée par Anthony Fisher, vous savez, qui avait fait un industriel qui avait fait fortune, anglais, qui avait fait fortune aux États-Unis et qui était revenu dans cette Angleterre tenue par les syndicats où le taux marginal de l'impôt sur le revenu avait atteint les 80 ou 85% et où tout s'effondrait, où l'Angleterre était le pays le plus pauvre d'Europe. Et il s'était dit, j'ai quelques moyens, je vais me lancer en politique et je vais aller voir ce professeur Hayek qui donne des cours à la London School of Economics pour lui demander de me rédiger un programme. Et Hayek lui avait répondu, c'est une énorme erreur, on ne gagne pas une bataille politique tant qu'on n'a pas gagné la bataille des idées. Et il avait bien raison, mais bien sûr. Et donc, je crois que beaucoup de gens, et c'est normal, beaucoup de gens ont donné, notamment des gens de la génération précédente, qui sont nos maîtres, qu'il faut respecter, qui nous ont tellement appris. Beaucoup de gens ont donné, et pour eux c'est dur, parce que c'est long, et on peut passer une vie, 2 vies, 3 vies de libéraux peut-être, j'en sais rien moi, à essayer de convaincre et porter et pousser. Mais c'est pas grave, peu importe. L'idée c'est qu'un jour on puisse l'emporter. Et je crois tellement en l'homme, nous croyons tellement en l'homme, nous croyons tellement dans ses idées. Merci de l'ajouter, mais je crois que tu avais compris combien c'était intégré. Et nous croyons tellement en ces valeurs-là et aux valeurs du travail, je le répète, je pense être un combattant des idées, c'est aller dans ce sens, c'est véritablement travailler ses idées pour être en permanence dans la confrontation des idées avec les autres, pas simplement parler entre soi, mais convaincre, aller au-delà et aller au combat intellectuel. Et je pense qu'il faut y aller avec le sourire. Je pense qu'il y a beaucoup trop de libéraux qui font la tête, pour ne pas dire autre chose, et qui sont prétentieux. Beaucoup de ressentiment. Et donc, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'aigreur, beaucoup de tout ça. Et donc, il faut y aller, et encore une fois, c'est parce que je suis marqué et ému du départ de mon grand ami, mais je pense qu'Olivier Ferrand incarnait ça, et il l'a très bien marqué, il était toujours gentil, toujours bienveillant, toujours à l'écoute des autres, et débattre avec lui, c'était un bonheur. Et donc il faut le faire de cette manière. Le libéralisme est tellement chargé d'idées négatives, d'idées lourdes, de grands méchants, etc., alors qu'on ne l'est pas, nous en tout cas ici, semble-t-il. Eh bien il faut montrer qu'on a ce libéralisme souriant. Je me permets d'en parler parce que ça fait partie de la tactique aussi, mais en réalité c'est ce que nous sommes au fond. Voilà. Je suis bien loin des idées de ce dictionnaire évidemment, mais enfin, si vous voulez on peut aller plus profond dans les différents thèmes.
Je vais dire deux choses. La première, effectivement, il ne faut pas désespérer. J'étais très surpris d'entendre ce matin sur BFM que selon un sondage, la majorité des Français aujourd'hui seraient favorables à une réduction du nombre de fonctionnaires. On n'avait jamais vu. Et ce qui montre en fait la rapidité avec laquelle une opinion publique peut changer. Je l'ai connu également au Japon, il y a cela quelques années, à une époque où, comme vous vous en doutez, le riz était le bien national, il était hors de question d'autoriser des importations de riz. Eh bien, le gouvernement, pour avoir la possibilité de rentrer à l'OMC, a lancé une campagne très habile d'ailleurs, très astucieuse, pour faciliter les importations de riz, et ça a eu lieu en l'espace d'un mois. Dans un autre domaine, il y a une chose qui m'a paru extrêmement navrante pour les libéraux, c'est l'affaire des subprimes. Alors qu'en réalité, contrairement à ce qui est dit couramment, l'affaire des subprimes ne vient pas du tout des banquiers, même si les banquiers ont participé. En fait, à l'origine, il n'est absolument pas suffisamment dit que ce sont les lois passées par le Congrès démocrate à l'époque de Clinton donnant le droit à tout Américain à être propriétaire qui a permis cette espèce de déresponsabilisation générale, y compris des banquiers, effectivement, puisque à partir du moment où ils travaillaient sans risque, effectivement, à ce moment-là, pourquoi limiter les opérations, puisque plus personne n'est responsable de quoi que ce soit. Ça, il me semble. On était arrivé, vous vous souvenez, il y a même un sénateur démocrate qui est connu, dont j'ai oublié le nom, qui avait même fait passer un décret permettant à Fannie Mae et à Freddie Mac de ne pas publier l'état de leur compte parce que cela permettrait de réaliser qu'il y avait quelques problèmes. Donc le rôle du politique dans cette crise me paraît tout à fait fondamental et a été complètement négligé dans les médias français. Je crois que c'est... je suis évidemment très sensible à votre intervention parce que vous touchez au cœur une grande difficulté des libéraux depuis 4 ans, qui est évidemment de nous être affrontés à cette crise qui effectivement a pour origine l'intervention publique, non seulement effectivement ces lois, et notamment sous Clinton, qui ont quasiment forcé les banques à prêter à des gens qui n'en avaient pas les moyens. Donc les arbres ne montant pas jusqu'au ciel, les prix montaient, mais il y a un moment ou un autre, ça s'est cassé, et où finalement, quand il a fallu revendre et qu'on n'avait pas le patrimoine pour le faire, on a, en tout cas, rembourser son crédit, on n'avait pas le capital pour le faire, même quand on revendait la maison, on n'avait pas la capacité de le faire. Donc, ça, c'est finalement la conséquence la conséquence d'un interventionnisme sans doute bienveillant, sans doute tactique aussi. À la fois, d'ailleurs, les républicains n'y étaient pas hostiles parce qu'ils considéraient que quand les gens étaient propriétaires, ils votaient à droite. Les gens de gauche ils disaient, mais quand on est propriétaire, c'est social, ça fait du bien, et donc ils vont voter pour nous. Mais sauf qu'ils n'ont effectivement pas anticipé cet effet pervers, ce qu'on ne voit pas, comme disait Bastien, qui était cette espèce de bulle qui commençait à monter de manière totalement irréaliste, où tout simplement, quand on n'a pas les moyens d'acheter, il ne faut surtout pas prêter à quelqu'un qui n'a pas les moyens d'acheter, parce que c'est le meilleur moyen de le rendre malheureux. Ce sont des enfants de cauchemar, enfin ce sont des vendeurs de cauchemars, ces gens-là. Eh bien, de mauvaise législation aussi. Par exemple, la pratique des taux aurait pu être régulée autrement. Voilà, il n'y a pas que ça. En fait, l'idée c'est que il y a eu cet interventionnisme-là sur les subprimes, et le drame c'est que rien que ça, c'est presque déjà trop compliqué pour l'expliquer vite. Et donc, mais pourtant, on a été un certain nombre à le faire et à le porter. Je viens du livre de Pascal Salat sur le sujet, il détaille ça, il le décrypte parfaitement. Enfin, on voit bien que la crise est la conséquence de l'interventionnisme. Pas que de celui-là d'ailleurs. Pour ceux parce qu'il y a des libéraux qui sont très favorables, les monétaristes, et on en connaît un certain nombre qui sont très favorables à l'intervention des banques centrales, mais il y en a d'autres qui sont plus critiques et qui considèrent qu'il ne faudrait pas aller jusque-là. Nous, on rassemble tout le monde dans ce dictionnaire, c'est ça qui est intéressant, après chacun prend parti. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'économistes autrichiens et plus, j'allais dire, donc d'Autrichiens qui vont jusqu'aux libertariens et anarcho-capitalistes, qui viennent dire, mais la crise, elle est aussi la résultante de la politique des taux de la Fed et finalement de cette trahison de Greenspan, qui était quand même le complice d'Ayn Rand, et qui, rien qu'en arrivant à la Banque centrale, en a été finalement le traître quelque part, et qui, au lendemain de la crise de l'Internet des années 2000, en jouant sur des taux très bas, a là aussi créé et alimenté la bulle de l'endettement privé. Et puis un autre élément, c'est finalement cette logique du too big to fail qui est sous-jacente à ce que vous venez de dire,
c'est vrai que c'est très important à mon sens d'expliquer. Pour le faire vite, j'essaie de faire de cette manière en général, mais aux gens qui viennent me dire mais la crise, c'est la faillite de votre système, de la déréglementation, de la dérégulation, etc. Je viens dire, attendez, un libéral, il n'est jamais favorable à la liberté sans la responsabilité, c'est pas possible. C'est inconciliable. Or, qui a créé cette idée que si on était trop gros, si vous, grande banque, vous êtes trop gros et que donc vous avez une difficulté, que vous tombez, on a ce qu'on appelle le risque systémique, et donc il faut qu'on vienne vous sauver pour éviter ce fameux risque systémique, les politiques. Donc c'est l'État évidemment qui est venu, apportant cette promesse, créer une mauvaise incitation pour les managers de certaines grandes banques américaines. Et je pense que le mot-clé c'est quand même le mot incitation d'ailleurs. L'idée c'est de créer quel est le meilleur système institutionnel qui va créer les meilleures incitations des comportements individuels libres et responsables dans une civilisation, dans une société. Et en l'occurrence, ce système a créé les mauvaises incitations parce que si vous étiez manager d'une grande banque, vous étiez incité à prendre le maximum de risques, puisque quand on prend le maximum de risques, on a potentiellement le maximum de gains. Et quand on vous dit, si vous gagnez, vous gardez, si vous perdez, c'est l'autre qui paye, vous prenez le maximum de risques. C'est la logique très pernicieuse du too big to fail. Et aujourd'hui, donc la crise, à mon sens, c'est vraiment la crise de ça. Et sans l'État, sans la promesse de l'intervention de l'État, il n'y aurait jamais eu ce délire à pousser au maximum les risques sans même comprendre ce qu'on faisait. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui a été compris, par exemple dans les dernières réformes européennes, le fait de mettre en place ce système interbancaire d'assurance européenne. Est-ce que ça ne va pas dans ce sens-là, de rendre l'État indépendant de la problématique bancaire et donc de responsabiliser les acteurs bancaires? Sur la banque en elle-même et la régulation de la banque, c'est très compliqué de voir. Si on regarde juste les banques françaises, un certain nombre d'entre elles, les plus grandes d'ailleurs, à part quelques investissements étrangers qui ont été malvenus, si on regarde les banques françaises dans leurs activités en France, elles n'ont absolument pas été secouées. C'est-à-dire qu'elles ont été très responsables. Je l'ai regardé de près. Toutes ces grandes banques ont d'ailleurs des résultats nets assez considérables si on regarde que la France. Et ont des réserves absolument non négligeables. Une autre problématique qu'on pourrait attaquer, les pratiques de tarifs, Non, ententes illégales. Après, les banques, elles sont mises en concurrence et après, chacun peut... Concurrence très je vais modérée juste en répondre France. à ça. Et je pense que il est assez étonnant de voir aujourd'hui combien la réglementation, notamment BAL 3, et je ne veux pas rentrer dans les trucs trop techniques, mais combien la réglementation est d'inspiration américaine et cherche en réalité à remettre en cause le mode d'organisation d'un certain nombre de banques européennes. Mais en tous les cas, à mon avis, le meilleur des systèmes, il y a d'ailleurs une confrontation entre les différents libéraux, vous verrez ça dans le livre. Il y a ceux qui considèrent que, ça c'est vraiment de la théorie, mais il vaudrait mieux que les banques soient managées par leurs propriétaires. Là au moins on est sûr que c'est responsabilisé et que c'est tenu. En tout cas, il y a plus d'incitation à ce qu'on tienne bien la stratégie de la banque quand c'est la sienne. Les libéraux sont assez favorables aux grandes sociétés familiales, parce qu'en général, comme c'est pour eux, il faut quand même plus attention que quand ils sont managers en général. Cependant, on voit bien qu'il y a une forme d'irréalisme dans l'évolution du capitalisme d'ailleurs et de l'activité économique dans son ensemble. Après, il y en a d'autres qui viennent dire, mais en réalité, rien que sur le système des réserves fractionnaires, la capacité à prêter plus que ce qu'on a en caisse. Et certains libéraux, sur la même logique, ils sont très dans la lignée de Rothbard, qui viennent dire on ne prête pas plus que ce qu'on a en caisse. Et d'autres qui viennent dire mais si, on peut prêter plus que ce qu'on a en caisse. Simplement, il faut qu'il y ait une vraie libre concurrence. Et donc après, on va pouvoir choisir en fonction de qui va prêter plus ou encore plus à partir de sa base de fonds propres, nous en tant que clients, à qui on va pouvoir faire confiance. Et évidemment, il y aura une rémunération potentielle, c'est tout le principe du taux d'intérêt, plus importante pour ceux qui prennent plus de risques, mais en même temps, s'il y a un risque, il faut qu'il soit assumé. Donc s'il y a une catastrophe, en quelque sorte, si le placement est mauvais, si on a fait le mauvais choix, il faut en tirer les conséquences. C'est-à-dire qu'un libéral, il est favorable à la faillite d'une banque. Et il n'est pas favorable au sauvetage de ses créanciers par l'État. Ça n'a aucun sens. Sinon, vous créez des systèmes incitatifs absolument pervers. Le problème, c'est quel mode alternatif de protection pour le citoyen? Parce que tu ne peux pas vendre aux gens de leur dire dans le système comme il est, hop, votre banque, elle peut faire faillite d'un jour à l'autre et vous perdez tout. L'idée, c'est que... Surtout quand on n'a rien.
je sais bien. Mais sauf que, sans faire de rhétorique, toutes les personnes qui ont été soi-disant protégées par le système qui était évoqué par monsieur, à qui on leur promettait même d'avoir une maison, sont tombées dans un effondrement. Et de la même manière, pour tous les placements, toutes les banques, etc., je pense que dès lors que vous êtes dans une situation de concurrence, de liberté et de responsabilité, et où les choses et les règles sont claires, vous allez avoir un comportement, une incitation naturelle, mais de la personne. Il ne faut jamais considérer que les gens sont totalement idiots quand même. Et ben, à se dire qu'on va effectivement mettre, ne pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier ou hedger ses positions en fonction de à qui on parle. Quel est le point de vue libéral alors entre séparation entre activité de détail et activité de marché? C'est bien. Ouais. Je voudrais dire une chose à propos des banques. Effectivement, au niveau des banques, il y a un problème de clarté. Le libéralisme suppose la clarté. Est-ce qu'il n'y a pas une opacité fondamentale du système financier en particulier? Est-ce qu'il n'y a pas une opacité fondamentale dans le système financier, en particulier dans le hors-bilan, dans le placement dans les paradis fiscaux? Comment peut-on faire confiance à des bilans bancaires français ou américains quand tout est finalement dissimulé? Effectivement, la responsabilité repose sur un choix, sur une clarté, sur une confiance qui est à la base de l'économie, du commerce et de l'industrie. Comment peut-on faire confiance si les bilans sont fous et totalement dissimulés? C'est le cas d'Enron. Enron avait totalement dissimulé sa comptabilité. C'est le cas. C'est pas le problème de banque, c'est le problème d'Enron. C'est le problème des banques en particulier. Non, c'est le problème d'Enron. Non, j'évoque un cas extrême. J'évoque un cas extrême et qui est diffusé à tous les niveaux en fait. Quelle est la fiabilité qu'on peut porter sur des comptabilités actuelles? La difficulté d'aborder la question des paradis fiscaux, des hedge funds, des banques, d'investissement, des banques de dépôt. Je vous rappelle que la première banque qui a fait faillite en Europe, enfin en Europe non continentale, c'est Northern Rock, qui n'a aucune salle de marché, qui est une banque de crédit de base avec des guichets. Donc c'est les hedge funds qui s'installent dans les pays, les fameux paradis fiscaux, qui n'ont de paradisiaque que relativement à notre enfer fiscal à nous. Parce que finalement, il y a quand même une autorité monétaire et des obligations de transparence. Allez ouvrir un compte là-bas, vous verrez que c'est pas simple. Il y a beaucoup de documents exigés, parce que c'est très compliqué d'ouvrir un compte, c'est très surveillé. Par contre, il n'y a pas de fiscalité. Donc les fonds s'installent là-bas pour des raisons essentiellement fiscales. La transparence, elle existe, simplement, il n'y a pas d'impôt. Ça avantage beaucoup de monde. Les hedge funds, c'est un peu l'anti-modèle des banques. Un hedge fund, c'est quoi? C'est un fonds avec des effets de levier importants, mais dans lequel les gérants mettent leur argent en priorité. C'est-à-dire que leur patrimoine, ils ont l'obligation de mettre leur patrimoine dans le hedge fund qu'ils gèrent. Après, ils font appel à des clients. Et quand les clients perdent de l'argent, eux-mêmes, ils perdent leur propre patrimoine. Ce qui fait un bon système d'incitation. Ce sont des caisses de retraite en fait. Pardon? Ce sont aussi souvent des caisses de retraite. On parle des hedge funds qui sont les fonds les plus spéculatifs. Il y a des fonds de pension qui sont beaucoup plus tempérés, il y a des fonds monétaires, il y a plein de catégories de fonds et des réglementations, des normes, etc. Donc, le hedge fund qui est le fonds le plus libre, c'est un fonds aussi qui est le plus responsable et qui a... Il y a eu des fonds qui ont fermé, mais globalement, c'est pas eux qui ont plus souffert de la crise, parce que, encore une fois, ils ont leur argent dans leur caisse, et c'est pas l'argent que des autres. Les banques, il y a un problème de gouvernance des grandes sociétés qu'a évoqué Mathieu. La réponse, c'est les bonnes incitations et puis la transparence. Quand aujourd'hui un comité de rémunération peut décider de la rémunération du PDG sans consulter les actionnaires, et que ça reste dans l'opacité, c'est vrai qu'il y a un problème de responsabilité derrière. Et quand les comités de rémunération sont les mêmes copains qui sont dans les différents conseils entre eux, là, il y a un problème de copinage. Et je suis assez étonné de voir que les premiers bouleversements de cette gouvernance ne viennent pas, les premiers changements ne viennent pas de la France, qui pourtant a un État fort, qui sait ce qui est bon pour les citoyens et les entreprises. Ça vient du monde sauvage anglo-saxon, où les actionnaires minoritaires ont commencé à s'organiser pour se rebeller et ont fait tomber les bonus des dirigeants, voire même fait tomber les dirigeants tout seuls, hein, ce qui n'est pas une mauvaise chose parfois. Donc l'aspect rémunération ne va pas venir d'une loi comme on veut le faire en France où on encadre les salaires, plutôt d'une gouvernance transparente dans laquelle les actionnaires prennent leurs responsabilités. Concernant les paradis fiscaux, encore une fois, les grands caïmans qui sont souvent pointés du doigt, c'est très compliqué d'ouvrir un compte là-bas. Ils sont sur la crainte il y a plusieurs craintes dans ce qu'on appelle paradis fiscal. Donc il y a un mélange ambigu. Il y a la crainte du blanchiment. Le blanchiment, c'est quoi? C'est un cartel de la drogue qui va blanchir son argent en ouvrant un compte. Au Grand Caïman, c'est totalement impossible. Parce que les documents que vous devez fournir, la solidité financière et la transparence à garantir, rendent les choses impossibles. Je ne suis pas capable d'ouvrir un compte au Grand Caïman demain, et une société bidon ne peut pas non plus. Donc le blanchiment, c'est un problème. Alors il y a des États qui permettent à des fonds douteux de se placer et d'ouvrir un compte. Après, il y a la fiscalité. Et la fiscalité, encore une fois, je rappelle qu'il y a des États américains. Donc dans les États-Unis, on ne parle pas d'îles un peu sauvages. Aux États-Unis, vous avez des États qui n'appliquent pas de taxes sur les sociétés.
Ça s'appelle un paradis fiscal, le Nevada par exemple. Donc le paradis fiscal, c'est d'abord la fiscalité. Moi, j'ai toujours préféré le paradis fiscal à l'enfer fiscal. Oui, C'est une mauvaise formule. je voudrais dire deux, trois trucs là-dessus, si tu me permets de rentrer. Mais c'est pas forcément l'angle le plus dissonner un peu. le plus, Je suis totalement d'accord avec une partie de ce que tu as dit sur les hedge funds par exemple, je suis en accord. Par contre, je voulais dire plusieurs petites choses sur cette histoire de paradis fiscal. D'abord, le terme de paradis fiscal, je suis d'accord avec vous que c'est un très mauvais terme, qui n'existe qu'en français d'ailleurs, je crois. En Amérique, on parle de pays non coopératifs, on ne parle pas de paradis fiscal. Si un paradis fiscal c'était un pays qui a moins d'impôts que les autres en gérant ses comptes autrement, ça ne poserait de problème à personne, donc ne parlons pas de paradis fiscaux. Par contre, je suis du coup en désaccord total. Alors, je ne connais pas techniquement les îles Caïmans, tu connais certainement ça mieux que moi. Mais moi, ce qui me semble être le problème d'un paradis fiscal, c'est. D'ailleurs, tu l'expliques bien en disant que tu n'as pas le droit d'y ouvrir un compte, qu'il ne s'agit absolument pas d'un pays normal dans lequel on pourrait ouvrir un compte parce que la fiscalité y est plus intéressante. Le problème. Non, mais c'est pas. Alors, justement, si c'était les résidents qui ouvraient les comptes, il n'y aurait pas beaucoup de comptes. Ce sont les pays qui ont des centaines de millions de comptes alors qu'ils ont quelques dizaines de milliers d'habitants. La façon dont moi je le retournerais, le vrai problème des entre guillemets paradis fiscaux, c'est la question des prix de transfert. Si c'était des usines qui allaient s'installer là-bas, comme elles vont s'installer en Chine ou en Thaïlande parce qu'elles payent moins d'impôts, parce qu'elles payent moins de salaires, etc., ça serait une logique libérale. Or, ce qu'on a là-bas, c'est uniquement des systèmes administratifs, c'est-à-dire uniquement des sièges sociaux et des banques qui vont s'y installer pour truquer les prix de transfert. Ça n'a absolument rien à voir avec le marché et avec la liberté de s'installer là-bas pour profiter d'une meilleure fiscalité. Ce sont uniquement des entités bancaires réservant la possibilité d'ouvrir un compte à des grandes sociétés ou à je ne sais pas quel organisme pour jouer sur les prix de transfert. Juste pour finir, pour te montrer qu'il n'y a pas de mauvaises intentions dans ce que je dis, on pourrait y répondre de façon libérale en disant qu'en fait il suffirait de supprimer tout impôt sur les sociétés en le transférant soit à la production, soit à la consommation, et du jour au lendemain, plus de prix de transfert, plus de paradis fiscaux. Sachant qu'un impôt sur la consommation est nécessairement un impôt sur la production. Oui, mais elle se fait, c'est-à-dire elle se fait à l'endroit réel. Elle se fait soit à l'endroit où les gens travaillent et produisent, soit à l'endroit où les gens consomment. Or là, ce qu'on a, c'est des trucs fabriqués en Chine pour 5 euros, qui sont facturés à un truc bidon dans les îles Caïmans, qui sont refacturés en France à 50 euros. C'est-à-dire là-dessus, il y a 45 euros sur lequel personne ne paye d'impôts. C'est juste ça, ça n'a rien à voir avec une bonne fiscalité. Non mais c'est terminé ça. Ça c'était il y a... les prix de transfert, c'est pas terminé. Mais si, c'est complètement terminé. Sarkozy a fait ce qu'il a dit. Mais non. Les prix de transfert, c'est complètement... Vous n'avez pas eu une seule société au Caïmans maintenant qui s'amuse ou qui pourrait s'amuser à faire ce genre de manipulation. Mais pourquoi? Parce que la société se ferait complètement redresser immédiatement. Mais tu n'oses pas, pourquoi? Au nom justement, au nom de l'abus de droit. C'est illégal. C'est par qui elle se ferait redresser alors? par la fiscalité française. Vous allez à Bercy, vous allez voir le département. Je ne comprends pas ce qu'il y a d'illégal en France. C'est considéré comme un abus de droit. Ah, s'il y a des lois qui l'empêchent, Oui, non, c'est complètement fini ça. Ça, c'est complètement terminé. Et ce que je voudrais dire pour revenir sur le point. On rentre dans un sujet extrêmement technique et ardu. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait ce soit un sujet qui paradis fiscaux, c'est pas technique, c'est un gros sujet. Oui, mais dans non. le détail, c'est très technique parce qu'en fait, le paradis fiscal qu'on accuse, dans la réalité, c'est pas l'image grotesque qu'on balance dessus. Il y a des défiscalisations légales, admises, puisque beaucoup sont sur la liste grise, voire blanche maintenant, qui ont été réintroduits dans le monde coopératif. Donc je crois qu'il y a d'autres sujets plus importants en termes de société française. Donc il y a une bonne régulation là-dessus, c'est la Aurélien, après monsieur. Oui, très positivement. Juste pour changer un peu de sujet, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, de choses qui me semblent très importantes aujourd'hui, le post-politique et la prophétie d'Enron et Orly Lyon. Alors, le post-politique, avant-dernier ouvrage de Mathieu. Non mais ça, il est gentil. Non mais alors, et en lien avec la prophétie d'Enron, donc on va commencer par elle quand même. Vous avez sans doute entendu parler d'un livre qui en anglais s'appelle Atlas Shrugged et qui a été traduit aux belles lettres sous le titre La Grève, qui je trouve est assez intéressant aujourd'hui. C'est 1200 pages de roman à lire cet été d'urgence si vous ne l'avez pas fait, qui a été écrit en 1957 si je ne me trompe pas, et dans lequel Ayn Rand, cette grande philosophe, mais vous connaissez j'espère, je vous dis ça en 2 secondes, cette grande philosophe d'origine russe, née au début du siècle dernier et qui s'est enfuie aux États-Unis
pour faire des scénarios à Hollywood, s'est avérée en réalité être une philosophe dite objectiviste qui a eu sa propre pensée fondée sur une espèce d'esthétisme du capitalisme, pour le coup, elle avait une vision très dure sur les hommes qui se laissent un peu aller, en quelque sorte. Elle avait vraiment une ambition très forte pour les hommes en eux-mêmes, et ceux qui se laissaient aller, elle les méprisait d'une manière finalement assez peu libérale. Enfin, elle avait le droit de le faire, mais elle avait peu d'égards pour eux. Et elle a écrit ce livre, qui est un livre majeur, qui a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires aux États-Unis, et à chaque fois qu'une crise repart aux États-Unis, les ventes de ce livre repartent aussi, ce qui est assez intéressant. Et la thèse du livre, eh bien, c'est une société dans laquelle, vous allez voir, ça va nous faire penser à la nôtre, hélas, l'interventionnisme ne cesse de monter, dans laquelle il y a également une collusion non négligeable entre un certain nombre d'hommes de l'État, enfin d'hommes politiques, et de grands managers, et où on voit bien que ces grands managers, pour préserver un certain nombre de rentes, sont prêts à oublier ces idées qui sont les nôtres, et ils sont prêts à s'allier avec un certain nombre de ces hommes politiques. Et face à cela, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui disparaissent, mais après je ne vais pas non plus, si je peux le dire un peu quand même pour attirer, parce que on comprend bien, qui disparaissent, et un certain nombre d'autres qui cherchent un fameux John Galt. Et en réalité, on comprend, mais il faut le lire, parce que même si on connaît un peu la chute, il faut vraiment le lire, c'est dans le détail que ce livre est merveilleux. On comprend qu'en réalité, il y a une grève des entrepreneurs, des innovateurs, des inventeurs, qui sont en réalité détruits par le système institutionnel désincitatif que produit l'interventionnisme excessif, et qui sont d'ailleurs pourchassés dès lors que les hommes de l'État ont compris qu'il y avait une organisation du départ des inventeurs et des innovateurs. Et on comprend que cette grève des gens qui créent, eh bien, ça a des conséquences terribles pour une société. Et il y a derrière tout ça, évidemment, beaucoup de... C'est très romanesque, c'est très emporté. C'est assez agréable de voir une grève, non pas des gens qui veulent bloquer les choses, mais des gens qui veulent, au contraire, emporter une société par la création et par l'innovation. Donc il faut aller, à mon sens, lire ce livre. Et il y a évidemment une belle biographie d'Ayn Rand rédigée par Alain Laurent, qui est un des grands spécialistes de cet auteur et de son œuvre dans ce dictionnaire. Et puis, puisque tu me parlais de post-politique, mais je vais aller beaucoup plus vite, je pense que il y a... Moi, j'ai écrit ce livre au tout début de la crise. Ce livre était composé en 3 parties. Je l'ai écrit donc en 2008, il est sorti en 2009. La première partie, c'était pour dire, c'était même sorti fin 2008, je crois. C'était pour dire Nicolas Sarkozy n'accomplit pas la rupture, il va se planter. Bon, il y a un certain nombre de libéraux à le dire, mais bon, il ne va pas assez au bout. La deuxième partie, c'était de dire, mais cette crise, c'est vraiment là-dedans que j'ai détaillé tout ce que vous avez, qu'on a pu effleurer tout à l'heure, mais cette crise n'est pas une crise du capitalisme, mais bien une crise de l'État et de l'interventionnisme public. Donc tous les arguments, je pense, ont été au moins résumés là. Et puis, une espèce de cours de culture générale sur la droite et la gauche pour essayer de comprendre comment les idées libérales peuvent... Enfin, où sont les ennemis et où sont les amis de ces idées. Et puis il y avait une ouverture sur cette post-politique qui est l'idée de dire qu'à un moment précisément où l'interventionnisme public révèle son inefficacité, on était en plein plan de relance à l'époque, donc j'étais vraiment contre-intuitif. Mais à un moment où Keynes d'ailleurs redevenait l'homme de l'année, en réalité on voyait bien, j'utilisais cette formule, que l'homme politique essaie de nous sauver, mais qu'il n'a pas de muscles en réalité. Il pense qu'il a des muscles, mais il n'a pas de muscles, il n'a ni argent, ni tout ça, puisqu'il évidemment, c'était l'emballement de la dette publique. On n'était pas si nombreux à l'époque à en parler, alors que ça paraît tellement fondamental, tellement évident, que dès lors que par l'interventionnisme public, on venait tenter de combler l'explosion de la bulle de la dette privée par de la dette publique, à un moment ou à un autre, ça allait être un petit peu compliqué pour l'État de rembourser. Donc on est passé du too big to fail au too public to fail, et le post-politique pour moi était un espoir, c'est mon côté très optimiste comme vous, mais c'était un espoir, c'était de se dire, on va vraiment comprendre qu'il y a une société dans laquelle on va pouvoir faire passer beaucoup de choses par autre chose que par l'État, tout simplement, par autre chose que par la politique. C'est-à-dire que le post-politique, c'est un espoir, c'est l'idée de dire que il y a un certain nombre de solidarités que l'on pensait pouvoir faire passer par l'interventionnisme et la redistribution, qui a montré sa faillite et ses faiblesses, mais en réalité, c'est pas parce que cet interventionnisme va disparaître que la solidarité va disparaître.
Au contraire, à mon sens, la solidarité va renaître. Elle va renaître de notre capacité à tous à interagir, à l'inventer, à trouver des solutions. Et c'est en créant cette aspiration à la liberté et à la post-politique, qui est un mot un peu trop compliqué, d'ailleurs il ne s'est pas vraiment rendu ce bouquin, qu'il y avait vraiment un champ économico-philosophique en gros à tracer, qui était très optimiste, mais qui est en réalité une formule un peu compliquée pour parler d'une société libérale. Hein, est-ce que ce post-politique ne serait pas aussi un post-PIB et un post-croissance? Je vais le garder pour plus tard. Il y a 2 questions là-bas. Et monsieur. Et après j'arrête parce que je dois partir. Je sais pas si on parle de moi. Merci de cette analyse et je voudrais en fait revenir sur ce que vous avez évoqué qui est le rôle des think tanks et qui est tellement important, qui a été tellement important notamment en Grande-Bretagne. Vous avez eu raison de souligner ce qu'a été le rôle de l'IEA, donc, où a été formée Margaret Thatcher notamment, et qui joue un rôle aujourd'hui d'influence tout à fait considérable que l'on ne connaît pas en France. C'est un think tank qui peut, je dirais, quasiment défaire et faire des gouvernements. Un article publié par un chroniqueur de l'IEA est lu avec beaucoup d'attention par un ministre pour que ça s'adresse à lui. Donc ça, nous ne le connaissons pas en France, nous ne l'avons pas connu. Et même si la situation est peut-être en train de changer, vous évoquez effectivement le fait que les think tanks sont peut-être mieux reçus aujourd'hui à l'Élysée, j'en suis témoin. Le think tank auquel je pense a mis 4 ans pour être reçu par un conseiller de Sarkozy. Il a mis 4 semaines, pas 4 semaines, pour être reçu par un conseiller de Hollande. Donc c'est dire que la situation peut-être les frappes, en l'occurrence, la fondation frappe. Alors ça ne préjuge pas de ce qu'ils vont faire, mais au moins peut-être sont-ils conscients, je parle du gouvernement actuel, que la situation a changé, qu'on est arrivé au bout du bout d'un modèle et que, bon, eh bien, peut-être, je pense à un exemple précis qui est que ils ont annoncé qu'ils avaient supprimé 2 fonctionnaires sur 3. Hollande n'était pas au courant, pardon. Mais enfin bref, il se trouve que c'est ce qu'ils ont annoncé, alors que Sarkozy, c'était 1 sur 2, je le rappelle quand même. Bon, ne rêvons pas, ça reste quand même des socialistes et des socialistes à la française. Donc, mais ma question est qu'en fait, beaucoup plus en rapport avec la situation française, de l'articulation entre les think tanks et les partis politiques, qui a trouvé en fait son lien avec Margaret Thatcher, que nous ne connaissons pas en France, et je dirais le devenir de l'organisation de le lien que l'on doit trouver à l'image en fait de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Je voudrais revenir sur la façon de changer les esprits par rapport au libéralisme. D'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre déjà, c'est un moyen, c'est les think tanks. Mais je voudrais d'abord avoir votre retour sur les échos que vous avez dans votre enseignement à Sciences Po. Ça m'intéresserait. Et deuxièmement, je voudrais mentionner 2 domaines où je ne suis pas sûr que nous fassions suffisamment. Le premier, c'est l'éducation nationale, parce que tout ça passe par la formation des esprits à la base. Et quand on regarde les programmes d'économie, plus généralement de formation des esprits de nos enfants ou petits-enfants, il y a de quoi prendre le vertige et tomber à la renverse. Donc je ne sais pas si, de ce point de vue-là, les politiques ou les gens comme vous avaient suffisamment de leviers ou de moyens pour agir à ce niveau-là, dans les programmes de l'éducation nationale. Et troisièmement, les journalistes, parce que quand c'est pas l'éducation nationale, c'est les journalistes qui répandent la bonne parole. Quand j'ai lu qu'il y en avait 100% qui étaient pratiquement inscrits au PS, qui votaient... Non, il y a Franck Gauche. Pardon? 80%. Non, ok, oui, même 80%. Je parle même pas des 20% qui restent. Il y a de quoi se faire du souci quand on lit nos journaux. À part peut-être certaines feuilles très rares. Donc là aussi, est-ce que l'école de journalisme, bien connue en France, ne serait pas une cible pour faire un peu plus axer des efforts plus importants pour leur faire changer leur mentalité? J'espère que tout le monde lit Contrepoint.org.
Tout le monde connaît. Contrepoint.org, la référence. Il y a un Dernière Facebook question. qui est très bien d'ailleurs. Si vous le mettez sur Facebook, Contrepoint, il poste. Diffusez-le sur Twitter, diffusez sur Facebook. Dernière question, puis après tu réponds à tout et puis on te laisse. Vous nous avez demandé des pistes pour essayer de convaincre les Français que plus de liberté c'était la solution, des choses à vendre aux Français. Dans cette optique, je trouvais dommage que vous n'ayez pas mis l'entrée Philippe Poutou dans le dictionnaire, parce qu'il a eu cette phrase géniale. Nous, ce qu'on veut, c'est bosser le moins possible. Et justement, il y a un axe vraiment, c'est de dire que si vous voulez bosser le moins possible, il faut plus de liberté, il faut plus de capitalisme, parce qu'on a eu une baisse du temps de travail sans précédent depuis 2 siècles, grâce au capitalisme, et que même si on préférait que les choses ne gagnent tout cru, et qu'on soit, même si on préférait être au paradis, malheureusement, on n'est pas au paradis, donc le mieux c'est encore le capitalisme. Et je pense que là il y a un axe de réflexion. Je penserai dans la réédition. Alors rapidement, pardon parce que je dois vraiment partir. Tout ça est en réalité totalement mêlé. Je commence par, parce que c'est plus anecdotique, mais les étudiants de Sciences Po, le bonheur c'est que c'est 25 personnes de 2e année, ils ont entre 18 et 20 ans, plutôt 19 ans, et ils ont, mais je peux parler fort, t'inquiète pas. Mais... Au fond, ah bon. on va pas casser les grands avocats avant ton dîner. Allô, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont à peine entendu parler de Tocqueville. Pas plus, si c'est le cas. Et surtout, ils sortent en général d'un cours d'économie par Jacques Généreux. Mais qui est assez objectif, honnêtement, quand même. Mais l'idée, c'est de... tout simplement, ils sont très sincèrement, et je ne pense pas par faillotage, surpris par la rigueur du raisonnement libéral. Tous. Même les plus hostiles. En fait, je leur demande un exercice assez amusant. Je leur donne un texte assez dense. Chaque séance, vous pouvez trouver ça sur Internet, d'ailleurs, chaque séance est thématique, donc des grands thèmes de la concurrence, mais aussi la paix ou la guerre, en fonction de comment on le traite, ou la défense, l'éthique et ce genre de choses. Et on leur donne des textes assez denses et souvent vraiment libéraux, voire libertariens, voire anarcho-capitalistes. Et il y a un étudiant qui doit présenter l'auteur et la logique de ce texte, donc lui il est coincé, il est obligé d'aller dans le texte, et l'autre qui doit en faire la critique, mais pas sa propre critique, la critique par d'autres courants libéraux. C'est la même approche que le dictionnaire. Qu'aurait pensé un Hayek, bien plus modéré que ce Rosbach, sur ce thème, qu'aurait pensé un socialiste libéral, etc. Et donc de cette manière, vous les emmenez et vous les baladez dans la variété de cette pensée. Et comme ce sont des étudiants un peu particuliers, mais ils sont très curieux, je dois dire qu'ils sont plutôt contents. Et comme en plus j'ai adopté la technique de la démagogie pédagogique et que je mets plutôt des bonnes notes, et que je leur trouve des stages, ils sont encore plus contents. Enfin, okay. Non mais sincèrement, ça les intéresse beaucoup. Mais enfin, c'est pas avec ça qu'on va faire la révolution libérale, je vous le promets, hélas. Bon. Les think tanks, évidemment, c'est un axe, c'est difficile. Je trouve que, pour prendre l'exemple que vous évoquiez tout à l'heure, le travail d'Agnès Verdier est juste fantastique. Donc on voit bien combien il suffit de l'énergie de quelques personnes bien structurées qui savent emmener la production des idées et qui savent inciter les gens à produire des travaux de qualité pour ensuite les porter dans les médias et ensuite aller accéder jusqu'au pouvoir. Je ne dis pas évidemment aujourd'hui, c'est presque que le début, mais quel bonheur de voir quelqu'un comme elle réussir à emporter de cette manière et à aller jusqu'à taper à la porte de l'Élysée aujourd'hui et à rentrer. On vit la même expérience, d'ailleurs moi je vais assez souvent là-bas et je discute avec un conseiller mais bien placé et qui est très ouvert à nos idées et on cherche, je vais même vous dire comment je fais, je cherche avec lui le bon moyen pour... Il faut parler aux politiques de manière tactique, il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est comment je vais être élu plus tard, comment Hollande peut être réélu, évidemment pas par l'extrême gauche la prochaine fois, parce qu'ils vont être forcément déçus, ils le sont déjà, donc il ne pourrait être potentiellement réélu que par les socialistes et le centre. Et donc il va falloir qu'ils puissent avoir des résultats et ensuite trouver quel est le bon discours socialo ou hollando-compatible qui puisse accompagner par exemple un discours une ambition de réforme du droit du travail. C'est tout à fait possible, enfin, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Pearson en Suède. C'est-à-dire qu'il a, à la fois, il était dans une démarche d'augmentation des impôts, mais il a été dans une démarche de flexibilisation du droit du travail.
Alors je sais, comme vous dites, c'est le socialisme à la française, donc c'est dur. Mais quitte à travailler, autant travailler dans ce sens. Donc il ne faut pas venir avec un discours libéral j'allais dire, ambitieux et commencer de l'être parfois, mais sans tactique, parce que ça ne sert à rien, on est immédiatement rejeté. En revanche, essayer de leur trouver le bon discours pour que ça s'habille dans leur façon de faire, ça me paraît intéressant. J'avais essayé, on a été quelques-uns à avoir essayé de le faire pour Nicolas Sarkozy, il faut faire ça à droite aussi. On pouvait faire un discours véritablement libéral, sarko-compatible, c'était tout à fait possible. Mais il n'en voulait pas. Voilà, et je pourrais vous raconter beaucoup d'anecdotes. Sur les journalistes, j'ai toujours considéré qu'il était plus facile de transformer un libéral en journaliste qu'un journaliste en libéral. Et donc, je pense qu'il faut vivre les initiatives comme Contrepoint, comme Atlantico, enfin comme tous ces endroits où vous pouvez aller vous réfugier sur Internet pour trouver, je pense, un certain nombre d'analyses qui sont véritablement bien inspirées. Atlantico, le positionnement, même s'il s'en défend, mais il est à la fois conservateur et libéral, pour la faire courte. Il y a des gens plus conservateurs, des gens plutôt libéraux, bon, il y a un peu les deux. C'est à la fois de la droite et un peu un peu ouvert, ça ratisse assez large. Et d'ailleurs ça marche bien, ça a pris un vrai bon positionnement et je trouve qu'ils peuvent être, enfin, moi je suis très heureux et fier de ce qu'ils ont pu faire, parce qu'ils ne sont pas nombreux, il y a une vraie productivité pour le coup. Je vous invite tous à sortir la plume et à y aller, enfin, il faut occuper le terrain. Donc il faut se dire qu'effectivement on est dans un monde concurrentiel, notamment dans le monde des idées, et il faut aller contribuer dans ces journaux, dans ces médias-là. Et l'avantage c'est que comme il n'y a plus de problème de place, on peut y aller, allons-y et profitons-en. Je suis tout à fait convaincu que par Internet, mais il y a de bien plus grands spécialistes ici, qu'on pourra faire porter un grand nombre d'idées. Après, il ne faut pas non plus se mentir à soi-même, c'est que nous avons ces moyens-là, mais les autres aussi. Donc, c'est pourquoi il faut être encore plus volontaire et à l'action dans ce plan-là. Oui, nos idées sont sans doute les meilleures. Alors il y a un truc de fond, encore une fois, il faut être souriant, pas aigri, essayer de trouver les bonnes formules. Il faut aussi réfléchir à, mais c'est peut-être un peu trop long, je vous en referai une fois, à comment fonctionne le cerveau humain. Je vous invite à essayer d'aller voir ce qu'est la sociologie cognitive, qui réfléchit à, il y a d'ailleurs un peu de choses là-dedans de Gerald Bronner, qui réfléchit à comment fonctionne le cerveau humain. Et en réalité, le cerveau humain, mais ça nous dépasse, a un certain nombre de biais cognitifs qui fait qu'il y a un certain nombre d'idées qui viennent à lui, qui sont parfois très rationnelles, mais qui le rejettent. Par exemple, parce que sur des peurs collectives, le cerveau humain surévalue toujours un risque minime. Par exemple, donc, si vous dites qu'il y a finalement peu de risques et que c'est d'ailleurs rationnel, objectif, etc., le cerveau, inconsciemment, ça vous dépasse, il va multiplier par 6, ça a été mesuré, le risque, enfin, la mesure que vous lui avancez. Et je pense que les libéraux, en réalité, sont confrontés à ce genre de difficultés. C'est qu'il y a un certain nombre d'éléments dans le cerveau humain qui font qu'on est plus motivé par... l'attention, par exemple, se focalise beaucoup plus facilement sur un risque pris. Et comme nous, on est tous à dire combien notre société est parfaite, ben, un gain, ça attire beaucoup moins et ça va être beaucoup moins mémorisé qu'un risque. Et donc comme en face de vous, on a toujours des gens qui nous disent « mais avec votre société, c'est la catastrophe ». Et nous, on dit « mais pas du tout, ce sera génial ». Ben, en réalité, vous avez celui qui porte la catastrophe, qui est beaucoup plus audible et beaucoup plus à l'écoute de tout ça. Et je pense que dans la science cognitive, on va trouver des recettes pour formuler au mieux nos arguments et être plus facilement audible et mémorisé. C'est quelque chose qui avait été théorisé au début d'Alternative Libérale par ton prédécesseur au programme, je ne sais plus comment, je ne sais plus sur son nom maintenant, et qui avait introduit l'idée d'allocation universelle chez Alternative Libérale. Sur base, l'idée c'était de dire face à une France qui est en crise, angoissée, avec des problèmes de chômage, etc., si on arrive juste en disant on va augmenter les possibilités de risque, personne, jamais mécaniquement, ils peuvent voter. Donc pour pouvoir leur faire accepter des réformes libérales, il fallait d'abord créer un filet de sécurité. Et Christine Boutin d'ailleurs partage cette idée. Alors, merci à toi Mathieu Laine. Merci beaucoup pour cette intervention. Comme tu as dit qu'on mettrait ça... Je te réinvite dès maintenant à notre université d'automne qui aura lieu dans l'Orne le 19, 20, 21 octobre dans un château, le château de Courtemer. Donc je ne sais pas qui, on a des pistes, mais vous serez au courant au fur et à mesure de nos réponses. Mais en tout cas, c'est un très bel endroit où nous serons isolés 3 jours. Pas isolés pour des sauvageries, mais pour y réfléchir et parler action, parler idées, monter des ateliers, de la rhétorique pour la prise de parole, les débats, etc. Donc 3 jours consacrés au combat des idées libérales, politiques, associatifs, think tank également, il y aura Gaspard Koenig qui a des projets,
etc. Donc notez bien le 19, 20, 21, et Mathieu, tu es dès à présent invité, en famille, il y a un vaste espace et tu seras très bienvenu, les chambres sont magnifiques, on les a testées, c'est un très bel endroit et il y a pas mal de choses à faire. C'est le lieu, c'est le département de Alain Lambert, qui sera sans doute parmi nous aussi pour nous accueillir. Bravo. Merci à tous. Bravo. Mathieu, Merci. on te libère, merci à toi, et puis si vous voulez continuer le débat, c'est ouvert. Hein, Est-ce qu'on peut acheter le livre? Là. Mais vite. Non mais c'est pas grave.